Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette nouvelle soirée du Club d'Iéna. Merci encore une fois à Louis Vogel de nous accueillir. Je rappelle que vous êtes le président du Club d'Iéna, vous êtes maire de Melun, et puis vous êtes cofondateur et depuis quelques semaines, je crois, trésorier du parti Agir. Merci beaucoup pour votre accueil. On va parler défense aujourd'hui avec ce thème, nos guerres, leçons du passé pour l'avenir. Et pour nous éclairer, nous avons la chance d'avoir avec nous le général Vincent Desportes. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Club d'Iéna. Je laisse la parole à Louis Vogel qui va faire votre présentation. En 2 mots. Bien, au lendemain, bonsoir à tous. Merci mon général d'être avec nous ce soir. Au lendemain de la cérémonie, des cérémonies qui ont commémoré le 75e anniversaire du débarquement, nous consacrons cette soirée au thème suivant, nos guerres, leçons du passé pour l'avenir. C'est aussi l'occasion de présenter le livre du général Desportes, qui est publié aux éditions Robert Laffont, et puis vous en trouverez tout à l'heure à la sortie, vous verrez, ça ressemble à ça. Voilà. Et si vous êtes très sage, il y aura des dédicaces, le général s'est engagé à le faire. Entrée en stratégie. Ce qui veut dire beaucoup de choses. Alors, j'en reparlerai dans quelques instants. D'abord, je voudrais dire un mot sur le général Desportes. Ce n'est pas un général ordinaire. Pour le dire d'un trait, mon général, vous êtes un militaire intellectuel. C'est comme ça que je vous perçois. Saint-Cyrien, docteur en histoire, diplômé de sociologie et titulaire d'un diplôme aussi en administration des entreprises. Vous avez commandé le collège interarmé de défense, en fait l'école de guerre, hein, ça a rechangé de nom d'ailleurs depuis, donc entre 2008 et 2010. Vous êtes aussi, et ça c'est aussi assez rare, un soldat ouvert sur le monde. Vous n'avez pas fait une carrière purement nationale. Vous avez fréquenté le United States Army War College, et puis vous avez été attaché militaire à l'ambassade de France aux États-Unis. Aujourd'hui, vous enseignez à Sciences Po et HEC, vous êtes consultant, aussi pour les entreprises. Et avant de vous donner la parole, je voudrais dire 2 choses à propos du livre que vous publiez, Entrée en stratégie. D'abord, une chose négative, pas sur le livre, mais sur votre constat négatif. Vous montrez que dans tous les domaines, pas seulement le domaine militaire, on a tendance à sacrifier le futur au présent. C'est beaucoup plus facile. Et on a tendance à se comporter, c'est votre formule, mais je la trouve très, très belle, à se comporter plutôt comme des maçons que comme des architectes. Vous voyez ? Un peu le nez sur le guidon. Et ça vaut aussi bien pour la politique, hein, ça je connais un peu. Et ça, je peux vous dire, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. En politique, on pense surtout à gagner des élections, à prendre des places. Et on est tellement surpris d'avoir gagné les élections qu'une fois qu'on est élu, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Et puis, une fois qu'on est au pouvoir, on est tellement pris par les urgences qu'on n'a pas le temps d'élaborer une doctrine, une stratégie. C'est au jour le jour. Et donc, la politique, c'est sûr que c'est vrai. Et l'entreprise, c'est de plus en plus vrai aussi. La cotation en bourse importe plus que tout. Les indicateurs, vous en parlez dans votre ouvrage, là, les fameux KPI. On gère une entreprise en regardant des indicateurs de performance sans jamais penser au pourquoi du comment. Et tout ça, finalement, nous affaiblit beaucoup. Et ensuite, vous concluez par une chose beaucoup plus positive. C'est que la stratégie militaire, qui est riche d'une longue expérience, la stratégie d'affaires s'est enseignée depuis les années 60, c'est beaucoup plus récent en fait. La stratégie militaire est tout à fait capable de nous inspirer pour les autres stratégies, et notamment la stratégie des affaires. Un peu à la manière de Sun Tzu et de son art de la guerre, qui est, pour les pays asiatiques, un livre des comportements adoptés en toutes circonstances. Alors, la stratégie militaire, c'est le sujet que nous allons aborder ce soir. Donc, vous allez avoir des slides que vous pourrez suivre sur ce panneau. Place à nos guerres, leçons du passé pour l'avenir.
beaucoup, maître. Vous m'avez mis au pied du mur, mais vous l'avez élevé même par vos propos. Mais je vais essayer néanmoins de passer l'obstacle. Avant de tomber dans le sujet que vous m'avez proposé de traiter, je voudrais avoir une pensée pour un être très particulier, un géant. Nous ne sommes pas n'importe quel jour aujourd'hui. Je voudrais parler 2 minutes d'un homme qui a toujours eu une certaine idée de la France. Un homme qui s'est battu parce qu'il estimait que l'épée de la France n'était pas assez aiguisée, qu'elle ne correspondait pas aux menaces. Un homme qui a risqué sa carrière, qui a conduit tous les combats pour que cette épée de la France soit à la hauteur des défis et des enjeux de la France de la fin des années 30. Et comme vous le savez, il n'y a pas réussi. Il a pris quand même un petit bout de cette épée et il s'est battu. C'est un des seuls à avoir conduit, vous le savez, des attaques de blindés pour essayer d'arrêter la masse blindée qui était en train de venir mettre la France en esclavage. Il l'a fait, comme vous le savez, l'armée française s'est effondrée. Il a été suffisamment fort pour, après avoir voulu renforcer l'épée, après l'avoir maniée, l'avoir vue tomber, il a, comme il dit lui-même, ramassé le tronçon du glaive, et il s'est battu de manière absolument remarquable, de manière absolument stratégique, pour tenter de remettre la France à la place où elle doit être. Donc, je voulais dire ces quelques mots sur Charles de Gaulle, auquel nous devons une très grande part de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Et nous sommes le 18 juin. Merci beaucoup. Ces propos liminaires ayant été tenus, je voudrais donc rentrer dans mon sujet. Et constater d'abord que les dernières années, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, auront été ou sont des années très militaires. À l'extérieur, on se rappelle de l'opération Serval au Mali en 2013, brillamment gagnée par les armées françaises, l'opération Sangaris en République centrafricaine, les opérations Sabre et Barkhane qui continuent aujourd'hui dans la bande sahélo-saharienne, l'opération Chamal contre Daesh en Irak qui vient de s'arrêter mais qui n'est pas en fait véritablement terminée, la participation à la lutte contre Boko Haram au Nigeria et notre participation à l'endiguement russe. Nous avons en même temps une opération majeure sur le territoire national, l'opération Sentinelle, qui mobilise presque autant à elle seule que toutes les autres. Il faut remonter à la guerre d'Algérie, c'est-à-dire un demi-siècle en arrière, pour retrouver un taux d'engagement des armées françaises aussi important. Il faut se rendre aujourd'hui à l'évidence, le seul soft power, les seuls bons sentiments ne suffisent pas. La guerre est de moins en moins une question théorique. Nous constatons une dégradation brutale, profonde et durable de la sécurité nationale et internationale. Les récents incidents du Golfe viennent de nous le montrer à nouveau. Cette décennie est un temps de vérité. Même aux aveugles, elle dessille les yeux. Le monde s'est enflammé autour de la péninsule Europe et le cercle de feu se resserre. À l'est, avec l'Ukraine, au sud-est, avec l'incendie qui ravage le Moyen-Orient, au sud, en Libye, au Nigeria, puis au Sahel, de la Mauritanie au Tchad, en passant par le Mali et le Niger, zone dans laquelle les armées françaises sont engagées pour longtemps face à une menace islamiste qui déstabilise le Maghreb autant que l'Afrique subsaharienne. L'Europe ne pensait ces enjeux de sécurité qu'à l'extérieur de ses frontières. Là, la crise ukrainienne y a marqué la renaissance d'une menace stratégique. Nous assistons à un retour des politiques de puissance, Russie, Chine, Iran, Corée du Nord, au sein d'une mondialisation et d'un système international de plus en plus contesté. Course aux armements, fragilisation des architectures de sécurité, contestation des normes.
À l'autre extrémité du spectre de la conflictualité, les attentats terroristes sur le sol européen, français et allemand en particulier, ont confirmé le pire. Désormais, attisés par le vent de la barbarie, les braises se répandent et les départs de feu prennent au cœur même de notre territoire. Ainsi, de ponctuelle et lointaine, la menace est devenue stratégique et proche. Il faut donc réfléchir à la guerre. Si vous ne vous en occupez pas, elle s'occupera de vous. La pensée de Trotsky vaut toujours. De ce retour en force de la guerre, plusieurs leçons peuvent être tirées. Je vais d'abord m'intéresser aux guerres d'aujourd'hui. La leçon numéro 1, c'est que nous ne pouvons pas commander à la guerre malgré la volonté que les politiques en ont. Le rêve du politique, c'est l'intervention puissante, rapide, ponctuelle, qui sidère. C'est le mythe sans foi et validé du hit and transfer, du choc militaire, qui conduirait directement au résultat stratégique et, dans un monde parfait, au passage de relais à quelque armée vassale immédiatement apte et désireuse d'assumer elle-même les responsabilités. Là, les calendriers idéaux sont toujours infirmés par la réalité de la guerre. De la première bataille à la paix meilleure qu'elle vise, il y a toujours un long chemin chaotique qui ne produit le succès que dans la durée, l'effort et la persévérance. Le Veni, Vidi, Vici relève d'une époque bien révolue, et le politique ne peut une seconde imaginer être le marionnettiste des guerres qu'il déclenche. Leçon numéro 2, le volontarisme ne remplace pas les moyens. Dès lors que pour de multiples raisons, le paradigme de destruction, nous pourrons en reparler, ne peut plus être le paradigme central de la guerre, dès lors qu'il faut agir dans des contextes où le facteur multiplicateur de la technologie est très réduit, dès lors que la légitimité de la bataille ne peut se mesurer ex post qu'à l'aune du résultat politique, l'instantanéité et la foudroyance ne fonctionnent plus. La capacité à durer, les volumes déployables, les contrôles des espaces redeviennent des données essentielles. Ce qui remet d'autant en cause les évolutions de nos armées et ce terrible manque d'épaisseur stratégique qui les caractérise aujourd'hui. Leçon numéro 3. Si la guerre n'a pas changé de nature, car elle ne change jamais de nature, elle a changé de visage. Les conditions de nos interventions ont profondément évolué. Nous sommes passés du tribunal de la force dans lequel l'Occident excellait à l'affrontement des volontés, où ce même Occident n'a plus que rarement l'avantage. Vis-à-vis de l'adversaire, les objectifs ont changé. Il ne s'agit plus uniquement de détruire, nous l'avons très bien fait pendant de nombreuses guerres, et nous l'avons fait encore de manière remarquable au Mali en 2013. Mais autant que de détruire, il faut contenir et surtout intégrer. Et nous sommes là souvent à la peine, nous le voyons parfaitement au Sahel aujourd'hui. Du paradigme napoléonien, centralité de la bataille, culte de l'offensive, destruction de l'ennemi, victoire intégrale, nous sommes passés au paradigme de la paix. L'horizon de la paix, de la bataille, c'est la paix qui la suit. Or, les dimensions culturelles, sociales, économiques, politiques de la guerre sont essentielles. Leur poids est important, beaucoup plus important que la dimension militaire. La bataille n'a plus de fin en soi comme cela a été longtemps le cas. Le but de la bataille désormais est juste de faire bouger les cartes, de créer de nouvelles conditions d'où émergera peut-être le succès stratégique. Au-delà, il faut pouvoir passer de la paix négative à la paix positive en établissant les conditions du gagnant-gagnant. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut passer du conflit terminé, accord entre les protagonistes, au conflit résolu,
les causes profondes n'agissent plus, puis le transformer en paix durable, les adversaires étant alors réconciliés. Nous assistons également au rendement décroissant des armes, ou plutôt à la décroissance du rendement des armes. Nous utilisons des systèmes d'armes toujours plus performants, qui produisent des résultats toujours plus décevants. L'exemple typique, évidemment, est l'Afghanistan, avec l'extravagant différentiel technologique de la coalition la plus puissante équipée de la technologie la plus moderne, qui a perdu, il faut le dire, contre 30 000 talibans équipés d'AK-47, c'est-à-dire d'un matériel conçu en 1947, la Kalachnikov. Pourquoi ? Parce que notre supériorité technologique n'influe que sur les deux premiers niveaux de la guerre, le niveau technique et le niveau tactique. Alors que, si la bataille se gagne bien à ces deux niveaux, la guerre se gagne, elle, aux trois autres niveaux, l'opérative, mais encore plus le stratégique et encore plus le politique. Leçon numéro 4, la mort des mythes, et en particulier le mythe de la guerre à distance. C'est un leurre. Parce que la guerre à distance a bien un effet militaire, elle est capable de détruire, mais elle n'a pas d'effet politique. Or, la guerre, ça n'est pas détruire, c'est justement construire quelque chose de nouveau. Donc, la projection de puissance, comme nous l'appelons, nous, militaires, dans notre jargon, c'est-à-dire, en fait, la projection de destruction sans projection de force, c'est-à-dire de soldats sur le terrain, ne fonctionne pas, ne fonctionne jamais, parce qu'elle détruit, sans maîtriser la reconstruction, et ne fait que créer le chaos. Il y a une illusion de l'efficience de la guerre aérienne. Et effectivement, elle est tentante parce qu'elle produit des économies au début. Rappelons-nous notre guerre en Libye en 2011. Et elle minimise le risque politique, mais à la fin, elle ne produit pas de résultat final. Allez voir l'état de la Libye aujourd'hui. À la fin, il faut bien contrôler l'espace, sinon il n'y a pas de résultat politique. C'est bien le problème de la Libye aujourd'hui. Leçon numéro 5, d'autres mythes sont morts. La guerre courte, je l'ai dit, mais j'y reviens, c'est important, ne peut pas exister. Donc la décision d'aller à la guerre est une décision aussi importante que dangereuse. Le rêve du first in, first out, première entrée, première sortie, et du hit and transfert ont disparu. Ça n'a absolument pas marché pour les Américains en Irak qui espéraient trouver dès la fin du mois d'avril 2003, le président Bush le dit quand il se pose sur le Lincoln en disant « nous avons gagné la guerre », ils espéraient trouver des gens capables de faire leur métier à leur place. Il n'y en a pas eu, ils sont restés jusqu'à leur échec, vous le savez. Ça n'a pas été le cas non plus pour nous au Mali. Nous voudrions bien qu'il y ait quelqu'un qui nous relève au Mali, mais personne n'est là pour le faire. Il n'y a donc pas d'autre solution, et nous le faisons bien sûr au Mali, que de s'engager franchement dans la reconstruction des armées locales, ce qui est le seul ticket stratégique de sortie des théâtres d'opération. Et par ailleurs, une opération qui dure n'est pas forcément une opération qui s'enlise, et les opérations ne peuvent que durer. Je vais de temps en temps sur les plateaux de télévision et de radio, et au bout de 2 jours, on me dit « mais comment l'armée française vient de s'engager, vous n'avez toujours pas gagné ?» Eh bien non, parce que la durée moyenne des guerres, aujourd'hui, c'est 15 ans, et ça n'est pas 2 jours, c'est comme ça. Sur ce thème de la durée des guerres et des batailles, je cite avec plaisir l'excellent article du colonel Légrier dans la livraison de février de la Revue de la Défense nationale. Il s'exprime sur la bataille d'Agin, qui est la dernière bataille un peu conventionnelle qui s'est conduite au Moyen-Orient pour éliminer Daesh. Il dit donc: au XIXe siècle, le sort d'une bataille mettant en jeu quelques milliers d'hommes était réglé en une journée. Austerlitz, par exemple, entre 8h et 16h. Iéna, également. Au XXe siècle, il faut compter en semaines, que l'on pense à la poche de Dunkerque, par exemple, en 1940. Au XXIe siècle, il faut près de 5 mois et une accumulation de destruction pour venir à bout de 2000 combattants ne disposant ni d'appui aérien, ni bien sûr de navires, ni de moyens de guerre électronique, ni de forces spéciales, ni de satellites.
Telle est la réalité de la guerre d'aujourd'hui, qui doit nous conduire, décideurs politiques et chefs militaires, à un examen critique salutaire sur notre façon de concevoir et de faire la guerre. Le colonel Légrier a parfaitement raison. Leçon numéro 6, nous sommes revenus au temps des guerres pré-westphaliennes. On se souvient que, après les horreurs de la guerre de 30 ans, les traités de Westphalie vont instaurer le système westphalien, expression utilisée a posteriori pour désigner le système international spécifique mis en place de façon durable par ces traités. La guerre, qui était surtout jusqu'alors une entreprise de brigands et de seigneurs de la guerre, redevient l'affaire des États et des armées de ces derniers. Elle est encadrée par des limites, des règles, dans des déclarations de guerre et des traités de paix. Aujourd'hui, ces limites ont largement disparu. C'est l'hybridation de la guerre, l'irrégulier devenant lui-même régulier par sa régularité. Hier, le partisan et le brigand vivaient sur deux planètes séparées. Aujourd'hui, ils vivent ensemble. L'idéologie et le profit se mêlent. Hier, le partisan usait d'une violence aveugle, indéterminée. Il voulait changer l'ordre. L'argent n'était pour lui qu'un moyen. À l'inverse, le brigand usait d'une violence limitée, ciblée, et souhaitait le maintien de l'ordre. Pour le parasiter, l'argent était son but. Nos guerres post-westphaliennes sont redevenues pré-westphaliennes par le mélange et le croisement, la porosité des méthodes et des objectifs. Nos adversaires, désormais hybrides, sont le fruit d'un métissage. Le crime est politisé et la politique est criminalisée dans des conflits auxquels ont beaucoup de mal à s'adapter tant nos arsenaux construits pour d'autres guerres que nos procédures et notre droit. Voilà pour les guerres d'aujourd'hui. Je voudrais parler maintenant des guerres de demain. Avec une question simple, avec une réponse un peu compliquée. Que sera la guerre en 2030 ? 10 idées. La première, et non, hélas, monsieur, j'aimerais bien aussi, mais non. La guerre sera. Tant qu'il y aura des hommes, la guerre sera, point. Désolé. Freud disait « On ne peut pas purifier l'homme de la guerre ». Il a hélas définitivement raison. La guerre existe dans le monde, comme le soleil existe, comme le feu et l'eau existent, comme l'homme et la femme existent, et d'ailleurs parce qu'ils existent. La guerre, en particulier entre grandes puissances, semblait appartenir au passé, sous les effets combinés de la paix démocratique, économique et institutionnelle. C'est une erreur de jugement. Nous ne devons pas oublier que le début de la guerre en 1914 a mis fin à la première mondialisation. Les liens entre les économies et les cultures européennes étaient si étroits que la plupart estimaient alors la guerre impossible, irrationnelle et contraire aux intérêts de tous. Et pourtant, cette guerre a tué, au bas mot, 20 millions d'êtres humains, avant d'en tuer 60 millions complémentaires 20 ans plus tard. La toute-puissance militaire interdit certains scénarios, mais ne prévient pas les conflits nés de l'évolution du monde. Affirmation identitaire et religieuse, rareté relative des ressources et tentation de leur contrôle, déplacement de population. Deuxième leçon, il est très difficile de prédire les formes futures de la guerre. Et je crois qu'il faut être d'autant plus modeste dans cet exercice que la guerre est d'abord un exercice dialectique. Un exercice de contournement de la puissance, de l'intelligence et de la volonté de l'autre. En termes de prospective stratégique et opérationnelle, les prophéties ne sont pas auto-créatrices, elles sont auto-destructrices. Soyons donc modestes. N'imaginons pas la guerre de demain, nous chercherons juste à nous adapter à celle que l'ennemi nous imposera, nous le voyons bien depuis 20 ans. Ce constat place bien la capacité d'adaptation au sommet de la hiérarchie des qualités des militaires
et des systèmes militaires. Et la créativité au cœur même de la stratégie, ce qui faisait dire de la stratégie, ce qui fait de la stratégie, comme l'a écrit le général Beaufre, très grand stratégiste français qui a commandé l'opération de Suez en 1956, il dit de la stratégie qu'elle est un processus d'innovation perpétuelle, et la stratégie ne peut pas être autre chose qu'un processus d'innovation perpétuelle. L'exemple américain est tout à fait instructif à cet égard. Vous rappeliez, maître, que j'ai vécu quelque temps aux États-Unis, en particulier pendant la campagne électorale qui a vu George W. Bush venir aux affaires. Et j'avais été frappé, comme mes camarades européens, par le discours qu'il prononce sur la révolution dans les affaires militaires et la transformation américaine, la transformation des armées. On est à une époque d'une espèce d'euphorie des États-Unis qui ont vaincu, qui ont mis à bas leur grand adversaire. Et donc il y a une euphorie née de la chute de l'Empire soviétique et derrière de la facile victoire de la première guerre du Golfe. Alors, et c'est bien ce qui conduira d'ailleurs à la deuxième guerre du Golfe, les militaires américains pensent qu'ils ont dominé la guerre et que la guerre redevient un outil crédible, un outil relativement peu onéreux de réalisation des visées politiques. Alors, George W. Bush, candidat, prononce en 1999 un discours célèbre, celui de la Citadelle, où il clame haut et fort la meilleure façon de maintenir la paix est de redéfinir la guerre selon nos propres termes et d'imposer notre guerre à l'ennemi. Cette croyance dans la capacité à maîtriser la guerre, qui s'oppose à toute l'histoire de la guerre, cet hubris américain, vont, je l'ai dit, conduire directement à la deuxième guerre du Golfe en 2003, puis aux enlisements irakiens ou afghans, puis aux attentats de Nice et du Bataclan. Troisième leçon, la guerre sera toujours le domaine de la friction, du brouillard et de l'incertitude. Il ne faut pas imaginer que demain, davantage qu'hier, les plans se dérouleront sans imprévu. Non, les plans dérailleront toujours, car la guerre est le royaume de la friction, ce phénomène mis en évidence par Clausewitz, qui distingue par ce phénomène la guerre réelle de la guerre sur le papier. Il nous rappelle que la logique de la stratégie, comme la logique de la guerre, c'est la logique du grain de sable. Et jamais le brouillard de la guerre, autre concept clausewitzien, ne se lèvera sur les champs de guerre, celle-ci restant toujours le domaine du hasard et de l'incertitude, le stratège comme le chef militaire devant décider dans l'imperfection de sa connaissance. Leçon complémentaire, la guerre sera une guerre multi-espace et multidimension. La guerre, c'est sa maladie, se saisit de toutes les conquêtes de l'homme et ne lâche jamais un espace qu'elle a colonisé. Elle a d'abord colonisé la terre, puis elle est allée coloniser la mer, puis elle a colonisé le ciel, puis elle a colonisé l'espace. Maintenant, elle vient de coloniser le cyberespace. La guerre évoluera donc, elle sera toujours hors limite, selon l'expression des deux colonels chinois Liang et Xiangxi, qui consacrent au début des années 2000 un excellent ouvrage à cette idée. La guerre de demain comportera donc des dimensions que nous n'imaginons pas encore aujourd'hui. Nous n'imaginons pas encore aujourd'hui qu'ils puissent appartenir au domaine de la guerre parce qu'ils n'appartiennent pas encore au domaine des hommes. La guerre de demain ne sera pas une guerre de robots. Elle commencera par une guerre de robots, c'est clair, mais une fois que les robots se seront mutuellement détruits, alors les hommes reprendront les armes et les vraies guerres commenceront. C'est ce qu'ont fait vos parents et vos grands-parents quand les Allemands ont envahi la France en 1940. C'est l'exemple même de la deuxième guerre du Golfe. Une fois que les Américains, très rapidement d'ailleurs, aient eu détruit les chars de Saddam Hussein début avril 2003, alors la vraie guerre a commencé. Et elle se poursuit aujourd'hui de manière atroce. Elle porte le visage de Daesh, menace totalitaire, résiliente encore, qui vit encore, qui demande une réponse globale multithéâtre, multinationale et multidimensionnelle dans la durée. Aujourd'hui, par erreur, nous en sommes arrivés à confondre la guerre avec les matériaux de la guerre, mais ça n'a rien à voir. Les armes ne sont jamais que les outils de la bataille. Et le succès dans la bataille
ne se transforme pas naturellement en succès dans la guerre. Si la technologie, je l'ai dit, joue un rôle direct dans la bataille, elle ne décide pratiquement jamais de l'issue d'une guerre parce qu'elle n'est qu'une des dimensions de l'efficacité stratégique. Car la guerre est un comportement politique, elle n'est pas un comportement technique. Elle doit avoir une signification politique et produire, in fine, un état de paix meilleur que le précédent, pour reprendre la formule du fameux stratégiste britannique Lee Delhart. Et la technologie n'a que peu ou pas du tout d'effet sur cet état de paix. La technologie influe sur le warfare, pas sur le war. La transformation des armes ne transforme pas la guerre, ne change pas la nature de la guerre, qui demeure et qui demeurera toujours l'affrontement dialectique des volontés et non l'affrontement des armes. Ce qui explique que les avantages apportés par la technologie sont toujours dominés par les contextes sociaux, culturels, stratégiques et politiques. Le rendement des armes sera moins la conséquence de leur puissance que des conditions de leur emploi. Vous voyez les Américains là repousser leurs hélicoptères de leurs bateaux en quittant Saigon parce qu'ils ont perdu, malgré leur extraordinaire surpuissance, par rapport au Viet Minh. Toute victoire continue à relever du psychologique. On sait bien que c'est la force psychologique du peuple vietnamien qui est arrivé à bout de la faiblesse psychologique des Américains qui ont considéré que cette guerre ne méritait plus de verser le sang des GI. Il y a un demi-siècle, le général Beaufre écrit « La force n'a pas fini de jouer son rôle dans les dures compétitions internationales. Je dirais pour ma part qu'elle jouera toujours un rôle extrêmement important dans les compétitions internationales. Mais son succès dépend surtout des conditions psychologiques et politiques nécessaires pour décupler les effets de la force pure. » Le constat que faisait le général Beaufre est évidemment toujours vrai. La guerre de demain ne sera pas une grande guerre telle que nous les avons connues, parce que nous n'avons pas les capacités à les conduire longtemps. Nos puissances de destruction sont-elles sans commune mesure avec les puissances de destruction que nous avons, qui ont été déployées pendant la Deuxième Guerre mondiale? Nos puissances de destruction sont telles qu'on ne peut pas envisager leur utilisation dans la durée. D'ailleurs, la dissuasion est censée les prévenir et nos systèmes de force sont organisés d'abord autour du refus de la guerre et nous ne sommes pas capables d'en conduire parce que nous avons des armes du refus de la guerre. Peut-on imaginer une guerre classique majeure dans laquelle nous serions impliqués? La question se pose quand on voit les deux mastodontes, la Chine et les États-Unis, jouer au feu en mer de Chine. Soyons très prudents. Rappelons-nous la réponse qu'Albert Einstein donnait à quelqu'un qui lui demandait à quoi ressemblerait la Troisième Guerre mondiale. Il lui dit de manière claire et simple, je ne sais pas à quoi elle ressemblera, mais il n'y aura pas beaucoup de monde pour voir la quatrième. La guerre ne sera plus jamais une tragédie grecque. La guerre qui jalonne l'histoire de l'humanité a longtemps été pensée comme une tragédie grecque, avec une unité de lieu, une unité de temps, une unité d'action. Elle a été remplacée par une violence à la fois parcellisée et répandue dans l'espace, qui ne répond plus du tout à cette triple unité. Les facteurs sociaux ont pris le pas sur les facteurs politiques, qui ont pris le pas sur les facteurs militaires, et les facteurs sociaux sont devenus déterminants dans les relations internationales. Nous pouvons être sûrs, nous Français, que nous serons engagés sur le temps long, de manière très dispersée, sur de multiples théâtres, éloignés les uns des autres, dans des types d'opérations très divers, que nous aurons le plus grand mal à prévoir, même à quelques semaines. Nous devrons donc nous adapter en permanence face à un ennemi intelligent, parce que l'ennemi est toujours intelligent, qui cherchera toujours à contourner notre force et à attaquer nos faiblesses. In fine, nous aurons toujours à contrôler le terrain, et nous ne pourrons pas échapper à la tyrannie du nombre. C'est, vous le savez, une de nos grandes difficultés aujourd'hui. C'est d'autant plus une difficulté que l'on cherche à nous faire croire que la technologie moderne pallie le problème du nombre. C'est faux. Elle n'y remédie que très partiellement et ne confère en rien le don d'ubiquité.
La France n'est pas aujourd'hui capable de protéger sa deuxième zone économique qui en fait une partie de sa grandeur parce que nous n'avons pas les passerelles capables d'assurer cette mission. Notre adversaire sera, et nous ne les avons pas parce que les navires, comme les avions, comme les chars coûtent de plus en plus cher, et donc on a un effet d'éviction et de rétrécissement qui fait qu'il y a un tas de choses qu'il faut abandonner, comme la protection des espaces qui nous sont chers. Notre adversaire de demain sera intelligent. Il fera tout pour que nos plans échouent. Il sera hybride quant à ses équipements, des plus rustiques aux plus modernes. Il sera hybride quant à ses actions, car il sera toujours au cœur d'une intrication complexe alliant insurrection, criminalité et extrémisme religieux violent. Nos opérations, comme toujours d'ailleurs, seront toujours des opérations de communication. Nous les conduirons autant avec des obus de 155 mm que par le biais d'actions d'aide à la population. Nous communiquerons vers les populations locales, mais tout autant vers nos propres populations dont nous avons besoin pour conduire les combats qui permettent de les protéger, pour les convaincre du bien fondé de nos interventions. Et nous parlerons aussi avec nos armes à la communauté internationale, et nos trois discours devront être compatibles. Comme tout se sait, comme tout se voit, il faudra que nos actes correspondent à notre discours, ce qui a extrêmement souvent été faux dans le cas de la guerre. Soyez-en sûrs, nous sommes rentrés dans le temps de la guerre perpétuelle de basse intensité. En forme de conclusion globale, je voudrais vous dire que l'Occident se trouve dans des difficultés croissantes à transformer sa force en puissance. L'Occident est fort, il est le plus fort, mais il n'est pas le plus puissant. C'est bien là la difficulté. La puissance que nous croyons qui a venu des siècles et des siècles de nos armes et de nos armées, cette puissance nous a quittés parce que nous ne pouvons plus employer la force comme nous l'avons utilisée. Demain, nous devrons utiliser nos capacités de destruction. C'est notre avantage, c'est l'avantage concurrentiel de l'Occident, évidemment. Mais nous devrons le faire dans des conditions extrêmement contraintes, de manière précise, en évitant toujours davantage les destructions collatérales. Nos modèles de force sont optimisés pour produire de l'efficience dans la destruction. Hélas, la destruction et la mort sont de moins en moins utilisables. Il est donc de plus en plus nécessaire de redonner son utilité à la force parce que les nations et les États ont besoin de la force et doivent protéger leur culture, leur terre, leur territoire. Nous avons besoin de la force, mais nous ne savons pas retirer, nous ne savons plus retirer la puissance nécessaire de notre force. Il faut donc redonner son utilité à la force et il y a là un champ immense de réflexion. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon général, pour ces brillantes explications. Je vais vous donner la parole, que vous puissiez poser vos questions générales. J'en aurai une première à poser, si ça ne vous dérange pas. Vous indiquez à plusieurs reprises dans votre livre, et Louis Vogel l'a dit lui aussi dans son introduction, que nous vivions dans la société de plus en plus dans une société du court terme, d'immédiateté. Est-ce que le long terme est délaissé à tel point que la construction, la stratégie de construction de la défense du futur est en danger? Sûrement. Vous avez parfaitement raison. On a vécu dans le court terme depuis la chute du mur. La défense a été considérée par les gouvernements successifs, quelle que soit d'ailleurs leur obédience, comme une des variables d'ajustement, ce qui a créé un certain nombre de crises. La dernière crise forte étant la démission du général de Villiers, chef d'état-major des armées. Et heureusement, à partir de là, l'actuel gouvernement a pris les mesures qui s'imposaient, c'est-à-dire que nous ne sommes pas aujourd'hui en train de voir une armée française qui grossit, mais juste qui commence à retrouver des pièces détachées, qui recommence à trouver des gilets pare-balles qui protègent des balles, etc. Et c'est vrai qu'on a été plongé dans le court terme politique, ce qu'on comprend bien, parce que vous le rappeliez, maître, les échéances du politique, elles sont à extrêmement
court terme. Or, vous ne payez que dans le très long terme les économies que vous faites sur la défense. Et en général, ce n'est pas vous qui les payez, c'est votre successeur. Donc, il n'y a pas de raison de se priver de faire des économies. Et c'est sûr que c'est bien le long terme, la perception dont le monde peut évoluer qui a entraîné cette dégradation extrêmement profonde des armées françaises. Mais y a-t-il quelqu'un qui pense long terme à la place du politique, du coup ? Alors, là, vous posez une question difficile. D'abord, c'est le rôle profond du politique, c'est sûr, de le faire, mais il est dans les plus grandes difficultés pour le faire, pour de multiples raisons. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important que le militaire, qui n'est pas garant de l'avenir de la France, mais qui a une perception de l'avenir, parce qu'il est bien conscient du temps long, plus que d'autres, il n'agit que dans le temps long. Il est bien conscient du passé, il est conscient du temps long, et il est conscient aussi du temps qu'on met pour créer un système de force. Et donc, il faut que le militaire s'exprime. Moi, je me suis battu une grande partie de ma carrière pour que la voix des militaires soit entendue. Et probablement, en France, elle ne l'est pas assez. Contrairement aux États-Unis, où j'ai vécu 5 ans, où les militaires s'expriment, donnent leur avis et sont considérés comme des experts de la défense, ce qui n'est pas le cas en France. On considère que les militaires sont des experts du combat, mais pas de la défense. Or, les militaires, ils savent à peu près ce que c'est la guerre, plus ou moins suivant les personnes. Mais ils ont cette conscience-là. Et je crois que pour la défense de la France, on se fout de la défense de la France, mais pour la France elle-même, il est bon que les experts que sont les militaires soient écoutés. Entendus, on verra bien, mais au moins écoutés. On ne ferait pas une réforme, on le voit bien, de la médecine, ou une réforme du droit sans écouter les avocats, sans écouter les médecins. Eh bien si, les grandes réformes militaires, on considère que le militaire n'a pas vraiment à y participer. Merci beaucoup, mon général. Je vous donne la parole. Bonsoir. Une question très simple. Êtes-vous pour ou contre une armée européenne ? Alors, la question... On a parlé jusqu'alors des bien. Plutôt des nations, mais une armée européenne. La réponse est simple. Il n'y a pas d'autre solution qu'une armée européenne. La question, on peut en parler 2 minutes, il n'y a pas d'autre solution. Et donc, il faut aller vers là. Non, il n'y a pas d'autre solution pour plusieurs raisons. Je vais vous en donner 2 ou 3, par exemple. La première, c'est qu'il n'est plus possible, au niveau d'une nation, aussi riche soit-elle, et la France, je crois, est la 5e ou 6e puissance économique, il n'est plus possible, au niveau d'une nation moyenne, d'assurer la complétude de la défense. D'accord ? Ça n'est plus possible. Et donc, pourquoi ? Parce que les champs s'ouvrent, comme je l'ai dit, on a trouvé le cyber, etc. Il faut toujours faire quelque chose. On ne peut pas lâcher un champ, parce que si on lâche un champ, la guerre vient se mettre dans le champ que vous avez quitté. Donc, vous ne pouvez pas. Première chose, la guerre s'élargit, vous ne pouvez pas. Deuxième chose, le coût des équipements croît. Chaque fois qu'on change de génération d'équipement, le coût est multiplié par 10, par 20, par 30. Et les budgets ont eu tendance à diminuer. Il y a un petit ressaut maintenant, mais ils ont eu tendance à diminuer. Donc chaque fois qu'on change de génération, soit vous gardez de la très haute technologie, mais vous êtes obligé de réduire les formats, et donc vous avez une armée à trous, ce qui est l'armée française aujourd'hui, une armée très dépendante. L'armée française n'est pas capable de conduire des opérations d'envergure sans le soutien américain. Et Dieu sait que c'est quand même un peu dangereux quand on voit qui raconte la vie à la Maison-Blanche, quand même, ce truc-là. Bon, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Donc, on ne peut pas. Cette autonomie et cette complétude, vous ne pouvez la trouver qu'au niveau supranational. Alors, vous allez me dire, l'OTAN. Oui, mais l'OTAN, c'est une idée d'hier. L'OTAN est mort aujourd'hui. l'OTAN est mort pour un certain nombre de raisons. La première, alors, beaucoup de gens pensent l'OTAN parce que ça fait 40 ans, 50 ans, depuis 48 je crois, qu'on pense au temps, on réfléchit au temps, on trouve que c'est facile. Mais ces gens-là font de la stratégie à 5 ans. Parce que les raisons qui ont amené la création de l'OTAN ont disparu. Et pourquoi pouvions-nous croire éventuellement que le parapluie américain était crédible ? D'abord parce que les Américains avaient les mêmes intérêts que nous. Le premier marché américain, c'était le marché de l'Europe. C'est toujours vrai, mais ça l'est infiniment moins. Donc il y avait des intérêts, les intérêts américains qui les ont amenés en 1917, en 1944 chez nous, à Boulogne ou en Normandie, c'était d'abord des intérêts économiques. Après, le deuxième intérêt, c'était le respect de leurs valeurs qui font l'identité des États-Unis. C'était les deux. Mais l'intérêt économique est en train de disparaître. Par ailleurs,
Qu'est-ce qui a amené l'Amérique sur nos plages, les Américains sur nos plages? C'est l'espèce de rapport charnel qu'il y avait entre l'Américain et l'Européen. Les parents ou les grands-parents du soldat Ryan étaient européens. Et donc on leur a dit, vous allez libérer le pays de vos ancêtres. Mais c'est fini. C'est fini. Parce qu'aujourd'hui, en 2040, on le sait, c'est une chose sûre, la démographie ne ment pas, la majorité des Américains ne seront plus d'origine européenne, mais ils seront d'origine hispanique, d'origine africaine ou d'origine asiatique. Et donc ce lien charnel qui les a ramenés, c'est un lien qui est en train de se distendre. Et donc le soldat Ryan ne reviendra plus simplement parce qu'il s'appellera Ramos et que Ramos, il n'aura pas envie de revenir chez nous. C'est pas d'accord. Donc ce sera comme ça. Donc je crois qu'il faut être sûr que le découplage, la dérive des États-Unis vers leur ouest est une grande tendance du monde que rien ne viendra changer. C'est comme ça. Regardez la dernière législature, les représentants élus le 4 novembre dernier. Il y a eu un brunissement très certain de la Chambre des représentants. Est-ce qu'on peut s'en plaindre? Pas, c'est normal, etc. Mais ça prouve bien que ce lien-là est en train de se distendre. Je citais tout à l'heure le Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui avait eu des rapports très compliqués avec Roosevelt, qui méprisait la France. Ne l'oublions pas, qu'il l'a libérée, mais qu'il l'a méprisée. Le général de Gaulle avait compris que jamais les Américains ne sacrifieraient Washington et New York pour Paris ou Berlin. Mais comment le ferait-il encore maintenant? Comment sacrifierait-il leur grande ville pour Vilnius ou pour Varsovie? Les Polonais font exactement la même erreur avec les Américains que celle qu'ils ont fait en 1939 quand ils ont cru en nous. Nous n'avons pas bougé le petit doigt parce que nous avions trop peur de voir Paris détruit. Eh bien, c'est la même chose. Ce sera la même chose. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument construire cette défense européenne. Quel que soit le terme qu'on utilise, c'est une nécessité absolue. Si nous ne le faisons pas, dans 15, 20 ans au maximum, il est sûr que nous ne serons plus protégés. Il est sûr que nous ne sommes plus protégés. De Gaulle avait dit en 1959 à l'école militaire, il faut que la défense de la France soit française. Moi je dis aujourd'hui, et il le dirait aujourd'hui, il faut que la défense de l'Europe soit européenne. Et puis il est temps que nous gagnions notre autonomie. Il y en a. Pouvons-nous accepter d'être le vassal d'une puissance qui ne nous protège même plus? Non, nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc, il y a une prise de conscience. Nous savons bien que nous, Français, sommes assez proches généralement de ce sentiment. La difficulté, vous le savez comme moi, c'est que c'est un sentiment qui est relativement peu partagé en Europe, parce que les gouvernements européens ont trouvé plus simple de faire croire à leurs concitoyens qu'ils étaient protégés par la puissance américaine, de manière à pouvoir redistribuer l'argent régalien et pas le mettre dans la défense. Donc il y a un vrai combat à conduire. Bon, alors, on le fait comme on peut. Moi, j'essaie d'y participer, mais je crois que cette prise de conscience est tout à fait importante. C'est un devoir. Oui, j'avais une question. Comment vous expliquez que, comme vous disiez, les militaires soient si peu écoutés en France? Et ma deuxième question, c'est, qu'est-ce que vous pensez de... il me semble qu'actuellement en Europe, c'est quand même la France qui tient le flambeau, je puis dire, si je ne me trompe, c'est quand même la France qui intervient le plus militairement, qui prend sur elle, qui assume des combats, des défenses au Mali et ailleurs. J'aimerais savoir aussi ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est bien ou est-ce que, ça appelle évidemment à une défense, à la création d'une défense européenne, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette position de la France? Voilà. Ça n'est pas bien, c'est nécessaire. Mais pourquoi est-ce que la France le fait? La France le fait parce que pour les conflits qui n'intéressent pas véritablement les Américains, la France est la seule armée en Europe, l'Angleterre n'étant plus vraiment dans l'Europe, comme on le sait, ayant cassé son armée en Afghanistan. Il n'y a plus d'armée britannique, ils ont quelques avions, mais ils n'ont plus d'armée. Donc la seule armée en Europe capable de combattre, aujourd'hui, de se projeter véritablement, de rentrer en premier, de monter des opérations, d'être nation cadre, comme on dit, c'est l'armée française. Or, on sait bien que les violences qui sont en train de se construire dans notre Sud, si vous n'allez pas éradiquer les sources de violence, les violences, elles viennent sur la promenade des Anglais à Nice, quoi. Donc il faut y aller. Donc c'est absolument nécessaire. Ce que je constate, c'est que la France a du poids dans les forums internationaux. Pourquoi? Parce qu'elle a une armée
qui est capable de s'engager. Alors on peut tous le regretter ici, mais on voit bien que la voix des nations n'est audible qu'à la hauteur des calibres, des canons de cette nation. C'est pour ça que la France a plus de poids que l'Europe aujourd'hui. Parce que l'Europe est aphone, parce qu'elle n'a pas de canon, elle n'existe pas, elle n'est pas capable d'engager une opération dans laquelle coulerait le sang des soldats. Elle est capable d'un certain nombre d'opérations, mais pas quand le sang peut couler. Et donc, la France le fait. Et donc, la France doit le faire. Ça prouve bien que la puissance militaire permet de faire porter un discours politique. C'est comme ça, on peut le regretter, et c'est comme ça. Pourquoi est-ce que les militaires ne sont pas écoutés? Il y a de nombreuses raisons. On peut aller... Dans une nation, il y a des hauts et des bas. Hein. Sur ces choses-là, il y a eu des périodes où les militaires écrivaient beaucoup, étaient écoutés. Bon, je ne vais pas vous parler du général Boulanger, etc. Enfin, il y a des périodes, naturellement. Mais là, le passé récent, c'est De Gaulle. Et De Gaulle, dans cette affaire-là, si vous voulez, il a eu une attitude très ambiguë, parce que le général rebelle, rebelle entre tous, n'a pas supporté que des avis contraires aux siens puissent s'exprimer. De Gaulle avait une très grande admiration pour le soldat, et il a raison, il n'aimait pas du tout les militaires. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est intéressant, c'est très intéressant. Et le couvercle a été mis sur la casserole à partir du putsch des généraux du 21 avril 1961. À partir de là, De Gaulle a dit, c'est fini. Et quand vous lisez De Gaulle, quand vous lisez ses mémoires, il a bien ce sentiment, lui, militaire, de toute façon, que le militaire, alors qu'il avait fait l'inverse jusqu'en 1940 d'ailleurs, mais que le militaire doit fermer sa gueule et que c'est le politique. Donc, si vous voulez, une fois qu'il a été aux affaires, qu'il a vu cette résurgence, là, il a fermé l'affaire. Et le problème, aujourd'hui, c'est que ça fait 2 ou 3 générations d'officiers qui ont appris à ne pas parler et qui ont rentré cette idée qu'un militaire ne parle pas, que ça fait partie de son éthique, que c'est comme ça. Croyez-moi, les armées sont pleines de cadres absolument remarquables. Mais ils n'osent pas exprimer parce qu'ils sont dans une espèce de complexe vis-à-vis de la parole publique, vis-à-vis des politiques, etc. Et je trouve que c'est tout à fait dommage. Et je crois qu'il est du ressort des politiques de faire en sorte que les militaires s'expriment. Je crois que c'est extrêmement important. Oui, pardon. Oui. Si, pardon ? Si le militaire parle et que le politique n'est pas d'accord sur ce qu'il dit, Ah, allez voir mon CV, vous comprendrez. Mon général, j'ai été impressionné par votre démonstration sur l'armée européenne en disant qu'on n'a pas le choix. Mais compte tenu de ce que vous nous avez dit sur la problématique force et puissance pour qu'une armée fonctionne, il y a une conclusion auquel vous nous conduisez, c'est qu'il faut qu'on crée une nation européenne qui n'existe pas. Parce qu'effectivement, c'est l'engagement du sang par rapport à une nation qui permet de transformer la force en puissance. Et donc, je veux dire, vous nous conduisez à une conclusion politiquement extrêmement importante. Je suis complètement d'accord avec vous. La défense de la France impose qu'on arrive à créer une Europe politique dotée d'une défense. C'est ce raisonnement-là. Mais ce n'est pas un raisonnement qui concerne uniquement les élections de demain matin, quoi. Ça oblige à faire des choix longs, lourds, on sait bien que les Français ont une vision de l'avenir un peu courte, on l'a vu récemment. Et donc c'est très compliqué. Mais vous avez parfaitement raison. Et ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que vous rappelez qu'on avait un projet de CED en 1954, je crois. Je crois. 54. Combien ? Ouais, 54. 54. Bon, De Gaulle l'a fait tomber. De Gaulle l'a fait tomber, c'est De Gaulle qui le fait tomber. Pourquoi ? Parce qu'il comprend qu'en fait, et il a raison, que ça en fait c'est une mainmise des Américains sur la défense européenne. Depuis, on est reparti, la CK, etc. Enfin, on connaît ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cru que l'existence de l'outil allait créer le politique. C'est-à-dire, on va créer une armée européenne et ça va par petites briques et ça va créer cette nécessité-là. Ça, c'est la croyance, ça a duré 40 ans. On voit que ça n'est pas vrai et on voit que ce n'est pas parce qu'il y aurait même des embryons d'armée européenne qu'on aurait un pouvoir politique. Donc, c'est 2 combats qui doivent être conduits de manière convergente avec un horizon relativement court, à mon avis, 15 ans. Je voudrais ajouter juste quelque chose. Vous avez insisté sur le fait qu'effectivement, et tout le monde l'a vu, il y a le problème du souci du long terme. Le souci du long terme disparaît parce que, je vous ferai remarquer, ce n'est pas moi qui ai fait la remarque, mais je connais un philosophe qui l'a bien fait, c'est qu'on nous a volé le futur.
la notion de futur est née en Occident, c'est le monothéisme, avec les religions sacrées, avec une eschatologie, un futur qu'on construit, qu'on prépare. Alors ça peut être le paradis, l'enfer. La religion profane qui s'appelle le marxisme a créé une également de la même façon, avec le bien, le mal et une histoire de l'humanité. Et maintenant, tout ça s'est écroulé. Il n'y a plus de croyance. Et c'est pour ça que personne aujourd'hui n'est capable, aucun prévisionniste, je travaille pas mal avec Futurible, n'est capable, n'ose dire comment nous allons vivre dans 30 ans. Et donc, tout le monde on est très inconfortable avec ça, parce que l'homme aime bien être dans un monde déterministe, qu'il croit déterministe. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus personne pour prendre en charge le long terme et le futur. Le futur a disparu de l'horizon courant. C'est extrêmement compliqué pour les chefs d'entreprise en particulier. Le chef d'entreprise de 2019 savait à peu près ce que serait le monde en 1050. Le chef d'entreprise en 2019 n'a aucune idée de ce que sera le monde en 2050. C'est absolument sûr. Bonsoir, mon général. J'ai une question. Donc, j'ai bien compris votre point de vue sur une armée en Europe. D'ailleurs, on voit de plus en plus, je travaille dans l'industrie de la défense, on voit de plus en plus de programmes européens dans la défense. Par contre, ce que je me dis, c'est derrière la défense, il y a aussi le poids diplomatique d'un pays. Je me dis, par exemple, sur un non en Irak, quand on a dit non à l'Irak, quel poids on aurait eu si tous nos amis européens avaient dit si, on y va, et que notre armée européenne, finalement, y serait allée. Donc ma question, c'est finalement, en n'ayant qu'une armée européenne, est-ce qu'on n'affaiblit pas le poids diplomatique de la France ? Oui, mais non, vous avez raison. Mais après, la question, c'est est-ce que vous dites, dans 15 ans, de toute façon, je ne serai pas défendu, il est évident que l'armée européenne suppose des abandons de souveraineté. Et donc, mais à un moment donné, je crois qu'il faut comprendre que ces abandons-là sont nécessaires. Il y a évidemment un risque, mais le plus grand risque serait de ne rien faire. C'est mon raisonnement. Mais vous avez raison, monsieur. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, madame. Bonsoir. J'aimerais savoir quels sont les foyers, les menaces que vous voyez à venir, pas l'état actuel. Et croyez-vous à une guerre possible entre les États-Unis et l'Iran, ou est-ce que c'est une stratégie autre d'intox ? Bon, alors, la question que vous posez est évidemment compliquée, mais on voit bien qu'on a 3 grands foyers de tension. L'affaire du terrorisme, bon, c'est un peu tassé, etc. Ça va perdurer, il faudra s'habituer à vivre avec ça. C'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Les 3 grands foyers de tension aujourd'hui, c'est la menace OTAN-Russie, l'OTAN étant devenue quelque part un facteur de menace par son simple besoin d'exister, d'avoir un ennemi. Donc on voit bien que l'OTAN devient un facteur de danger pour l'Europe. Ensuite, on a le grand affrontement à venir, c'est évidemment Chine-États-Unis. Et on voit bien qu'on est dans une démarche d'escalade et qu'on voit les bateaux américains frôler en permanence le risque de coups de feu, etc. Et le 3e grand foyer, c'est le foyer iranien. Moi, je pense que celui-là, personne n'a vraiment intérêt à ce que ça pète. Ni l'Iran, ni les États-Unis. Donc, je pense que ce genre de choses va se régler à bas coût. Et puis, il y a le 4e qui est évidemment le problème des pays de la Palestine, évidemment. Ça, c'est un problème. Mais je crois qu'il va falloir s'habituer à vivre avec, parce que je crois qu'il n'y aura pas de solution. C'est comme ça. Je crois qu'il faut s'habituer à un monde dans lequel il y a des problèmes qui demeurent et pour lesquels il n'y a pas de solution. Oui, vous avez dit tout à l'heure que l'opération Sentinelle était celle qui mobilisait le plus l'armée française. Et je voulais avoir votre sentiment sur la situation actuelle en territoire intérieur en France. Est-ce que vous pensez qu'on parle aujourd'hui de l'archipel français, des territoires perdus de la République ? Comment vous voyez un petit peu l'évolution de ce sujet ? Bon, je suis pas un spécialiste. Il semble que pour l'instant, en termes de terrorisme, le danger est franchement diminué. Je crois qu'on est quand même venu à bout de la menace majeure. Donc, mais vous faites allusion à cet excellent livre sorti qui s'appelle L'archipel français. Et c'est vrai qu'on a une société qui est de plus en plus décomposée, où l'unité nationale en fait n'existe plus. On a des chapelles, des îles qui vivent les unes à côté des autres, sans que le sentiment national existe. Est-ce qu'on peut reconstruire ça ? Je ne sais pas. Moi, je crois qu'il faut développer une vision. La patrie aura de plus en plus de mal à être une vision. Est-ce qu'on peut arriver à transformer l'Europe en une vision suffisamment forte ? On a espéré. Mais moi, je n'ai pas de réponse à votre question.
Mais j'ai une grande inquiétude en voyant effectivement ma patrie devenir un rassemblement de gens qui ne se parlent pas et se comprennent pas, bien sûr. Une dernière question? Oui, monsieur. Je vous amène le micro, Comme ça, tout le monde entend, c'est enregistré, c'est parfait, vous allez voir. Merci. Mon général, vous parliez tout à l'heure donc pour vous de la nécessité d'une force européenne et vous parliez juste avant d'un éventuel conflit entre les États-Unis et la Chine ou les États-Unis et l'Iran. Quelle devrait être, selon vous, la position d'une force européenne dans ce genre de conflit ? Vous doutez bien que je n'ai pas de réponse à votre question. Ça dépend. Mais une des raisons pour lesquelles je crois à l'Europe, et je crois que l'Europe est importante, je crois que l'Europe, c'est un pays infiniment plus sage que les États-Unis, qui sont... Moi, j'aime beaucoup les États-Unis, j'étais encore il y a quelques jours, mais c'est un pays qui n'a pas l'ancienneté, la sagesse, la philosophie de l'Europe. Ce que je veux dire, c'est que l'Europe peut et doit représenter un pôle de stabilité dans le monde. Je le crois vraiment. Et je crois que le rôle futur de l'Europe, une des raisons pour lesquelles il faut la construire, c'est qu'il faut qu'elle puisse jouer. Et elle a les moyens de le faire en termes d'économie, en termes militaires. Si elle veut le faire, elle peut le faire. Je ne sais pas quelle doit être sa position, mais je crois qu'elle devrait être une position d'équilibre entre les différentes menaces. Je crois profondément à ce rôle-là. Je crois que notre culture, notre philosophie, etc., va le mieux que la mauvaise réplique qu'on trouve du côté de l'Atlantique. Je crois qu'on a des choses à défendre, et je crois qu'à cause de ça, on doit jouer ce rôle de faiseur d'équilibre et de baisseur, d'abaisser les tensions dans le monde. Je crois que c'est vraiment la vocation de l'Europe. J'aurais une dernière question, mon général. Les nouvelles guerres augmentent-elles ou diminuent-elles l'exposition des populations civiles ? C'est difficile à dire. On a eu la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a entraîné la destruction de nombreuses villes. Elle n'était pas toute obligatoire d'ailleurs. Et de nombreux. Je ne sais pas si votre question, parce qu'on avait une distinction claire entre les militaires et les civils. Mais elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Dire il y a des militaires, regardez dans quelle tenue les soldats, quelle était la tenue des soldats contre lesquels on a combattu au Moyen-Orient pendant 10 ans. Ils n'avaient pas de tenue militaire, c'était des civils. Comment distinguer un civil d'un militaire ? Donc c'est difficile à dire. Tout le monde est un peu militaire, tout le monde est un peu civil. Donc je ne suis pas sûr que cette question ait encore véritablement un sens aujourd'hui. Merci beaucoup, mon général. Monsieur Vogel, je vous donne la parole. Oui, juste un mot d'abord pour vous remercier, mon général. Vous avez abordé le sujet à plein de niveaux différents. Déjà, de façon globale, vous avez dit que l'Occident avait du mal à transformer sa force en puissance. Ça veut dire que peut-être notre façon de faire, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, est aussi en crise. Et ça rejoint des crises vous y avez fait allusion, d'autres crises de l'Occident. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez donné une leçon très claire sur la position de la France et celle de l'Europe, parce que vous dites que la France ne peut plus défendre sa zone économique parce qu'elle est trop grande, on est trop petit, on a une défense à trous parce qu'on ne peut plus acheter d'armement assez sophistiqué dans tous les domaines. Premier point. Deuxième point, on ne peut plus compter sur le parapluie américain. À court terme, il va disparaître. Déjà, ça commence à se sentir. La conclusion est évidente. Pour un Européen convaincu comme moi, il faut absolument que nous mettions sur place une armée européenne et profiter du départ des Anglais, qui étaient les grands opposants à la création de l'armée européenne, puisqu'ils exigeaient que toute décision dans ce domaine se fasse à l'unanimité et pas à la majorité. Eh bien, une fois pour toutes, moi, quand j'ai fait mon service militaire, on parlait de la standardisation des armements. J'ai travaillé sur le char franco-allemand, qui n'a jamais vu le jour. Je travaillais pour rien. Mais il faut absolument qu'on standardise des armements en Europe pour les acheter moins cher. Il faut qu'on ait une armée européenne pour de vrai, qu'on pourrait faire à partir de la brigade franco-allemande. Et puis, pourquoi on ne peut pas toucher au traité de Rome, parce qu'il est impossible à modifier. Donc, pourquoi ne pas faire un Eurogroupe, comme le suggérait l'excellent livre que vous avez préfacé, un Eurogroupe, comme on a fait un Eurogroupe pour la monnaie, un Eurogroupe pour l'armée, pour une fois pour toutes mettre sur pied une vraie armée européenne. Alors moi, je suis partisan de ça. Merci pour tout. Merci beaucoup, mon général.